Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule technique de Solutions Autonomie. Aujourd'hui, je suis avec Samy. Salut Samy. Salut. Samy qui est le fondateur et président de Capsolar, fabricant de panneaux solaires sur mesure. Et on va parler technique. Et donc Samy va nous faire voir comment est produit un panneau solaire de A à Z. Et si je comprends bien, ça commence, tu reçois tes cellules. Ouais. Et ensuite, dis-nous Samy, qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Déjà, on va recevoir les cellules photovoltaïques. Les cellules qu'on utilise, je vais vous montrer un exemple. Oups, si j'arrive à la sortir. Bon, ça, c'est des cellules qui sont pas en bon état, donc ne jugez pas l'esthétique. Mais c'est des cellules qu'on appelle de type back contact. Donc, tout le contact électrique se fait en arrière. Vous voyez, en avant, il n'y a pas de ligne de soudure, il n'y a pas de ligne d'argent, quoi que ce soit. C'est vraiment juste une surface bleue. Mais bon, encore une fois, elle est pas très belle, ça. Est-ce que, je sais qu'à l'époque, dans les panneaux traditionnels avec des frames, c'était SunPower, Maxeon qui avait développé cette technologie. Ça vient vraiment d'eux? C'était les premiers à faire ça? C'était les premiers, puis aujourd'hui, ça reste les meilleurs du marché. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les avantages de ce type de cellules par rapport à des cellules traditionnelles? Oui, bien sûr. D'abord, en fait, c'est des cellules qui sont très flexibles. Donc, si vous voulez que je vous montre, celle-là est en bon état pour qu'on comprenne mieux. Mais si je l'applique, vous voyez, elle fracture pas. Alors qu'une cellule normale, on en a en stock, si vous voulez, je peux vous montrer après. Il suffit que je fasse ça, elle éclate en milliers de morceaux. Donc, l'idée, c'est vraiment des cellules qui sont très flexibles. Et vu que nos applications, c'est des applications où on cherche de la flexibilité, de l'esthétisme et des surfaces courbes, par exemple, où on va installer nos panneaux, on a besoin de ça. En plus de ça, l'efficacité est bien supérieure à ce qui se fait aujourd'hui dans le marché. On parle d'environ 24,4% d'efficacité pour ces cellules. Donc, pour une surface donnée, on va être plus flexible et en plus de ça, plus efficace. On va vous montrer rapidement de quoi a l'air la fabrication des cellules, des strings de cellules qu'on appelle. Donc ici, vous voyez Loïc, qui est un de nos opérateurs de production. Merci Loïc. Qui va venir faire ce qu'on appelle le dépôt de la solder paste, donc la pâte à souder. On va venir la mettre, je vais vous montrer de plus proche, on va venir la mettre sur ces points-là, qui sont les bonding contact points, et on va venir ensuite prendre les connecteurs comme ceux-là. Yep. Impossible. Les connecteurs, c'est du scrap. On va venir mettre les connecteurs entre les cellules pour venir faire le circuit électrique. Et on va souder sur 6 points après l'autre. Donc, c'est là où tes cellules sont mis en série, en fait. C'est grâce à ces connecteurs-là. OK. C'est les connecteurs qui vont les souder ensemble et qui ensuite vont faire un circuit électrique où à chaque cellule, on va additionner le voltage de chaque cellule pour augmenter la puissance du panneau. Dans un panneau, généralement, est-ce que tu as une série de cellules ou est-ce qu'il y en a plusieurs De manière générale, dans nos panneaux, on a une série, mais on a certains clients qui nous demandent des mises en parallèle à l'intérieur même du panneau. Donc, ce serait pourquoi? Pour limiter la tension, justement En fait, il y a certains clients qui veulent maximiser le courant dans le panneau plutôt que le voltage. Et ça se fait en général parce que tu vas avoir un panneau qui va être, par exemple, avec une orientation différente à l'intérieur même du panneau. Ou tu voudrais que chaque série du panneau augmente ou réduise son courant et que ce soit pas limité par les autres séries du panneau. C'est ça un peu l'idée. Mais ces cas-là sont assez rares. Et donc c'est ça. Ici, on a fait la soudure des cellules. Une fois que la soudure des cellules est finie, ce qu'on va faire, c'est le lay-up du panneau. D'accord. On va prendre toutes les séries de cellules qui sont soudées ensemble et on va venir les mettre sur cette table ici pour venir faire la soudure finale des strings pour faire un panneau complet. Parfait. Là, on n'en a pas un en exemple, mais l'idée, c'est vraiment, je vais vous montrer un panneau terminé, en fait. L'idée, c'est vraiment, on va le montrer comme ça, peut-être ça sera plus facile. On va mettre les séries de cellules l'une après l'autre, l'une à côté de l'autre, et on va venir souder avec des bus bars, donc des connecteurs de plus large taille pour gérer le courant, pour faire le circuit final. Après ça, on va venir mettre le tout sous différentes couches. Je ne sais pas si vous voulez montrer ça ici aussi. Bien sûr, ouais. Je l'ai pas mentionné, mais ici aussi, c'est important. Oui. Rodrigue vous montre, et c'est un autre opérateur de production. Merci, Rodrigue. Et ici, ce qu'il vous montre, c'est justement les différentes couches qui composent un panneau. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le backsheet, l'encapsulant. Ça, c'est un interlayer. Un autre encapsulant, les cellules, encapsulant et frontsheet. OK. Donc, c'est quoi pourquoi autant de layers, justement? C'est quoi leur fonction? Ça dépend des panneaux. Dans ce cas-là, on a un panneau à 7 layers, si je me rappelle bien. L'objectif ici principal, c'est d'avoir un interlayer, un intercalaire qui va venir réduire la possibilité de courant de fuite. Donc, ça vient isoler électriquement encore plus qu'avec seulement le backsheet. D'accord. Et en plus de ça, ça vient rajouter une couleur noire qui est un peu plus esthétique dans nos panneaux. OK. Oui, effectivement, parce que la cellule est un peu plus bleutée, en fait. Exactement. Et ça fait encore une fois aussi un panneau qui est un peu plus robuste. OK. Oui, ça vient le maintenir. Exactement. Ça vient faire un panneau qui est un peu plus épais, un peu plus lourd, mais plus solide. OK. Donc, c'est ça. Et une fois que le tout est mis en sandwich, on va faire la dernière étape de quality control, si tu veux venir ici, où on va venir faire ce qu'on appelle une photo d'électroluminescence.
Donc, ici en bas au milieu, on a une caméra. Ouais. On va mettre le panneau sous tension, mais dans le sens inverse. Donc, on va injecter du courant dans le panneau pour D'accord. venir voir s'il émet de la lumière ultraviolette ou on peut voir des cracks dans les Ok. cellules. Donc là, ça va venir en fait prendre une photo pour venir voir les choses qu'on pourrait pas forcément voir à l'œil nu, c'est ça? Exactement. Ok. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir de là-bas, mais au final, ce qu'on voit ici, c'est vraiment un panneau qui émet de la lumière et on est capable de voir les défauts qu'il y a. Ok. Dans le cas de ce panneau, il est en bonne forme, à part ici au bout, où on voit des genres de lignes noires qui traversent la cellule. Ouais, on voit que la couleur est un petit peu plus grise que les autres cellules. Elle émet un peu moins de lumière parce qu'elle est un peu moins bien soudée, par exemple. Ok. Et les lignes, c'est quoi? C'est des courts-circuits. D'accord. Donc, la soudure de la cellule a dépassé la zone de soudure, Ok. ce qui fait qu'on va avoir une ligne de courant neutre, en fait, au milieu de la cellule. Donc, on réduit l'efficacité générale. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec ce panneau-là, avec ces résultats? Est-ce que tu considères que c'est un panneau qui est bon, ou est-ce que tu vas reprendre des cellules? Est-ce que tu refais tout le panneau, tu jettes à la poubelle? Comment ça se passe? Dans ce cas-là, le phénomène des courts-circuits, des fois, il peut avoir un impact plus ou moins élevé. Ok. Donc, en général, un panneau comme ça, vu qu'il n'a pas de crack, est normalement bon. On va d'abord faire le test le test de simulation solaire. On va voir si l'impact sur la performance est élevé ou non. Ok. Si l'impact sur la performance est moins de 5%, moins de 2%, on va garder ce panneau comme étant un panneau qui est de bonne qualité. Quand tu parles de crack, est-ce que c'est ça qu'on appelle les micro-fissures ou pas? Il y a différents types de cracks. Dans le cas de crack qu'on est capable de découvrir ici, c'est vraiment des cracks. D'accord. La manipulation du panneau, vu qu'on a encore un processus qui est assez manuel, à la manipulation même du panneau, on va peut-être un peu trop bender ici, mettre en tension, un point de pression, mettre en tension, et on va vraiment créer une crack, genre une ligne qui va faire toute la cellule. Ok. Et ça, tu le verrais à l'œil nu quand même ou pas? Généralement, non, c'est ça. Des fois, c'est Des fois, c'est possible avec l'éclairage. Il faut se mettre en angle et voir les cellules. Mais des fois, c'est très difficile à percevoir. D'accord. Mais en général, une cellule qui est craquée, peu importe ce qu'on trouve à la caméra, on va trouver moyen de la remplacer. Ok. Parce que là, l'avantage de faire le test maintenant, c'est qu'on est capable de défaire les couches, de trouver la cellule, dessouder, la remplacer. Ok. Ça allait être ma prochaine question, effectivement. Comment tu fais à ce moment-là? Donc, je vois, surtout celle de derrière, tu peux enlever. Donc, tu vas, de manière, j'imagine aussi très prudente, venir enlever tes cellules. Comment tu fais? Tu coupes les raccords? Non, on chauffe, comme si qu'on avait soudé. Tu l'enlèves. On absorbe le paste. Ouais. On enlève la cellule. Ok. Et tu en remets une nouvelle. Ok. Exactement. D'accord. Et donc là, c'est ça. Vous voyez ici, le panneau est terminé. Ce panneau, en fait, il a fait toute la boucle et il est revenu là. D'accord. Pour voir si, après lamination, il y a des nouvelles cracks. Ok. Parce que ça arrive qu'avant lamination, le panneau soit parfait. Ouais. On le met dans le four. Il suffit qu'il y ait un tout petit morceau de peu importe le matériau. De poussière, de quelque chose qui traîne et puis, avec la pression, ça la fait craquer. Je pourrais vous expliquer ça. Ensuite, tu le remets là, tu regardes s'il est satisfaisant et ensuite, ok. Justement, quand tu le proposes, on va aller voir l'étape. Parfait. Donc, nous voilà donc sur si je compte bien, troisième étape à peu près. Troisième étape, ok. Je te laisse nous présenter un petit peu ça, c'est parfait, ça marche. Donc là, j'ai pas de panneau à vous montrer dans la machine, mais en fait, ce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle un laminateur. Donc, ce que ça va faire, ça va mettre sous haute pression et sous haute température le panneau qui n'est pas cuit, donc avec les plusieurs couches comme vous avez vu tout à l'heure, pour le cuire, le sortir et avoir un résultat de panneau fini, comme on a vu au départ. Donc là, tu vas le poser vraiment dans la machine, puis tu vas abaisser la partie haute, c'est ça, hein? Exactement. Pour vraiment donc venir on va faire, en fait, vu qu'on fait des panneaux flexibles et pas en verre, on a besoin d'un substrat, donc une plaque sur laquelle on va poser le panneau et dans laquelle on va mettre dans le laminateur. Donc imaginez une plaque en aluminium, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, sur laquelle on va poser toutes les couches, les mettre au milieu du four sur les petits picots que vous voyez, les 5 petits points. Le laminateur va se fermer. Ces petits points-là vont varier en hauteur pour jouer avec la température du panneau lui-même et la pression va se faire dans la surface du dessus. Et c'est quoi? C'est du caoutchouc? C'est un genre de téflon au caoutchouc. Ok, d'accord. Et l'idée vraiment, c'est de faire cuire le panneau en quelque sorte pendant une quinzaine de minutes. D'accord. Pour venir avoir le résultat final que vous avez vu tout à l'heure. On parle de quelle température là, à peu près? Ça dépend des types de panneaux et des types de matériaux. En général, on tourne entre 120 et 150 degrés Celsius. Ok. Donc ce qui va fondre, c'est vraiment le plastique en fait. Enfin, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme mais en fait, comme ce que matière. vous avez vu dans les couches, il y avait une couche qui avait l'air un peu granuleuse. Ouais. Et transparente, ça c'est ce qu'on appelle l'encapsulant. D'accord. Il y a différents types d'encapsulants. Il y a le VA, il y a le PO. Le plus utilisé c'est le VA, le PO, le TPE. Il y a vraiment différents types. Donc c'est quoi? C'est à base, c'est quoi? C'est du polymère, c'est du plastique? Ouais, c'est du polymère. Le PO c'est du polyolefine. C'est toujours des mots compliqués. Le VA c'est un autre mot encore plus compliqué. Ok. Mais c'est des plastiques qui sont utilisés dans différents contextes. Mais il y a des versions spécifiquement faites pour les panneaux solaires. Okay. Oui, parce j'imagine qu'il va y avoir aussi l'aspect de la réflectivité. Oui. Faut pas que tu fasses fondre n'importe quoi sur tes cellules pour que ça bloque les rayons du soleil, en fait. Il y a la réflectivité, il y a aussi la flexibilité. Oui. Parce que le VA, c'est le matériau le plus utilisé aujourd'hui dans les panneaux rigides. Ok. Mais le problème dans un panneau flexible, le VA fonctionne,
mais sa flexibilité est réduite par rapport au POE. D'accord. Donc, le POE pour un panneau que tu veux vraiment être capable de courber, etc., c'est un panneau qui est favorable. Donc, il faut que tu vois l'objectif que tu veux atteindre avec ton panneau et que tu choisis le matériau en fonction, en fait. Exactement. Donc, une fois que c'est fondu, là, plus de retour en arrière possible, j'imagine. C'est-à-dire, si ta cellule, fallait l'enlever avant, là, il n'y a plus rien à faire. Exactement. Ou tu jettes le panneau, ou tu... D'ailleurs, on en reparlera dans l'épisode qu'on va faire sur ton interview, sur le recyclage aussi. Ce panneau-là, donc, s'il est vraiment pas bon, t'en fais quoi, en fait? Si ce panneau-là, il est vraiment pas bon, en fait, pour le moment, ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore de partenaire là-dessus, on garde tous nos panneaux scrap. OK. Donc, on les garde chez Capsolar. OK. Et là, on est en train de chercher un partenaire, justement, de recyclage. D'accord. Il y en a quelques-uns qui existent dans le monde. C'est pas quelque chose qui est inexistant. Oui, mais tu vas pas envoyer juste 3 panneaux. Exactement, c'est ça. Donc, on fait notre stock de panneaux scrap, on les range là-bas au bout. Et quand ça déborde, là, on va trouver le bon partenaire puis on les appellera. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les panneaux solaires, ça a commencé à devenir vraiment populaire il y a une vingtaine, trentaine d'années, ce qui correspond plus ou moins à la durée de vie d'un panneau solaire. Donc, les compagnies de recyclage. Elles arrivent que maintenant, finalement. Ouais, absolument. Donc, absolument. c'est ça. OK. Je vois la machine derrière. J'imagine que c'est de là d'où t'opères la machine. Oui, c'est donc ça, c'est le HMI, le Human Machine Interface. Okay. Donc, en fait, c'est l'écran qui te permet d'ajuster la température, d'ajuster la pression, d'ajuster les temps de cycle, de voir justement où on en est rendu dans la séquence. Et vous pouvez voir ici, bon. Là, pour le moment, le laminateur, il est en train de chauffer. Donc, il n'y a pas de cycle qui est lancé. Donc, il n'y a rien à voir d'intéressant. Mais c'est ça. Puis, il y a bien sûr un bouton d'urgence au cas où quelqu'un laisse à l'intérieur. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Exactement. Ce genre de machine, je veux dire, là, on est à Montréal. Vous avez quelques années d'existence. Ça se trouve où, ces machines-là? C'est toi qui les fabriques, c'est toi qui les achètes, ça vient d'où? Cette machine, ça se trouve où? Ben, nous, on a eu de la chance au moment où on a décidé avec mon équipe de faire une usine de fabrication. Je connaissais une autre compagnie qui s'appelait Alien, qui fabrique aussi des panneaux solaires. Au Canada, d'ailleurs, aussi. Qui sont canado-américains, ils ont une usine dans les deux pays. Et eux étaient en train de faire leur scale-up. Ils étaient en train de jeter toutes leurs machines. Oh my. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé, qu'on avait un peu d'argent dans les poches. On a dit, OK, on achète tout ça pour un peu d'argent. On a négocié, puis on l'a trouvé. Donc ça, j'imagine que c'est une machine qui date, tu m'as dit en off un petit peu, elle est un peu capricieuse des fois. Ouais, elle est un peu capricieuse. Comme vous pouvez voir, on a un petit compresseur pour jouer avec. Tous les panneaux sont ouverts parce que des fois, elle va avoir des problèmes. L'enjeu et l'erreur qu'on a faite à un certain niveau, c'est qu'elle était pas chère, c'est bien, mais le prix vient avec ses enjeux. Généralement, quand c'est pas cher, faut se demander pourquoi. Et la raison pourquoi, c'est parce que la compagnie qui a fabriqué la machine n'existe plus. C'est une machine qui date de 2007, puis la compagnie Capsolar. Capsolar, c'est assez proche, Capsolar. En fait, elle n'existe plus, donc service après-vente, c'est nous-mêmes. Donc, on a dû nous-mêmes tout déboguer, tout comprendre. Oui, tu me disais l'autre fois, en fait, que t'as mis quelqu'un sur le coup pour qu'il comprenne comment elle fonctionne pour pouvoir l'opérer. C'est fou. On a eu quelqu'un qui a travaillé pendant 4 mois à juste réussir à l'allumer puis la faire chauffer. C'est malade. Donc, mais bon, maintenant c'est fini. Ça fonctionne. Est-ce que c'est quoi la part de panneaux que tu vas rater? Est-ce que c'est 1 sur 2? Est-ce que c'est 1 sur 100? Est-ce que c'est quoi à peu près les ratios? Aujourd'hui, on est encore assez élevé vu l'aspect manuel des choses. On travaille à l'automatisation, mais encore très manuel aujourd'hui. Donc, je dirais aujourd'hui qu'on est environ à 20% de scrap, un panneau sur 5 plus ou moins. Oui, comme tu disais, là, t'as un environnement où il y a des petits, je sais pas, de la poussière, des débris qui pourront se mettre là rapidement. Tu parlais aussi que vous étiez en cours d'automatisation. C'est quoi l'avenir justement machine pour Capsolar? Ouais, donc il y a 2 avenirs machines. D'abord, là, l'endroit où on se fait filmer en ce moment maintenant, là, c'est un endroit où on va mettre une machine qu'on appelle la Stringer. Donc, Capsolar est en train de développer son propre Stringer, donc machine de soudure automatisée. Donc, ce qu'on a vu précédemment à la main, vous le Tout ce qui est fait à la main là-bas serait fait de manière automatique, même le lay-up et même le test EL. Donc, gros step. Exactement, un gros step pour nous, mais c'est quelque chose qu'on est en train de développer nous-mêmes. Donc, toute la propriété derrière cette machine est à nous. Et on a déjà justement eu de l'intérêt de fournisseurs et de compagnies avec qui on travaille pour cette machine, dont SunPower, qui est une compagnie qui nous fournit les cellules, une compagnie mondiale, nous ont dit, si vous êtes capable de faire cette machine, on serait intéressé à discuter un peu plus. Intéressant. Donc oui, c'est une machine qui a beaucoup de valeur pour nous. Là, on est en train de finir le développement. Conceptuellement parlant, elle est terminée. Il reste juste à acheter le matériau. Puis il y a juste A. Il y a juste A, exactement. C'est le cash qu'il faut pour la réaliser. Excellent. On a fait le tour de l'étape numéro 4. Quelle est l'étape numéro 5 ensuite? L'étape numéro 5, on prend le panneau, on le sort du four. Bon, c'est juste derrière, mais en vrai, il n'y a pas grand chose à montrer. On va y aller, mais... On va y aller. Bah non, voilà pour la presque dernière étape, finalement. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est, Samy? Oui. Donc là, en fait, le panneau a fini d'être laminé. On l'a laissé refroidir. On l'a ramené faire un dernier test d'électroluminescence, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est là où on va en avoir les photos avec les cellules peut-être de couleurs un peu différentes. Pour voir si on a eu des cracks dans le processus de lamination. Et donc là, le panneau solaire est prêt pour être ce qu'on appelle flashé. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une table en verre avec une petite lumière, en fait, en bas, avec plein de miroirs qui sont orientés avec un angle très précis pour venir simuler le soleil.
Donc, on parle vraiment d'un test qui dure 1 milliseconde, où on a le gros boîtier électrique qui va charger des supercondensateurs pendant environ 10 secondes. Et après, d'un coup, ils vont laisser toute l'énergie sortir pour venir simuler le soleil pendant une demi-seconde. C'est quoi d'ailleurs l'énergie qui sort à ce moment-là? L'énergie représentative, c'est 1000 watts par mètre carré. OK. Donc, 1000 watts par mètre carré, ça correspond à la puissance nominale du soleil à midi dans un contexte naturel, moyen, normal. OK. Naturel, donc là, on va pas le faire. J'ai eu la chance de le voir il y a quelques semaines quand j'étais déjà ici. C'est assez impressionnant. On peut pas regarder. Pour ceux qui ont vu Men in Black avec le petit synthétiseur, je sais pas comment ils appellent ça. C'est un peu pareil. C'est une espèce de flash assez foudroyant, éblouissant. Donc tout le monde tourne la tête pour pas le regarder devenir aveugle. Donc une fois que tu as flashé ce panneau-là, on voit tout est branché à l'ordinateur pour aller chercher les informations de ce panneau. Exactement. Donc qu'est-ce qui va sortir justement de ce test-là? Qu'est-ce qu'on va... Ce qui va sortir, c'est plusieurs informations. C'est pas nécessairement tout qu'on va partager avec le client. Donc par exemple la courbe IV, ce qu'on appelle la courbe IV, c'est la courbe de puissance du panneau. Donc un panneau solaire, pour ceux qui ne savent pas, va avoir une certaine puissance qui varie dépendamment du voltage et du courant. Le voltage est relativement fixe pour un panneau solaire, même quand on n'a pas de soleil, le voltage reste là, mais le courant réduit à 0 et augmente jusqu'au maximum. Donc, dépendamment du voltage du panneau et dépendamment du courant, on va avoir une courbe spécifique sur laquelle on est capable d'aller chercher le maximum power point, donc le point de puissance maximale. Cette machine-là est capable de nous dire c'est quoi ce point de puissance maximale à 1000 watts par mètre carré représentatif du soleil de manière nominale. Donc c'est là où normalement dans les fiches techniques de panneaux, on va voir c'est un panneau de 300 watts, c'est un panneau. Et il y a aussi souvent, alors à l'époque, moins maintenant, mais plus ou moins. Parce que surtout à l'époque, je parle aussi à 10-15 ans, où c'était des fois plus ou moins 10%. Plus ou moins 10%, ça peut aller très vite sur un panneau qui fait 300 watts. C'est-à-dire que ton panneau, il peut faire peut-être 270. Voilà. Donc quand tu achètes un 300 watts, tu as envie que ce soit 300 watts. Alors. Donc ça, traditionnellement, ça va nous classer en fait le panneau, j'imagine. Dire OK, c'est un... De nos jours, en fait, on parle plus vraiment de plus ou moins, on parle juste de plus. Donc les tolérances de puissance des panneaux aujourd'hui sont toujours positives. Donc ce qu'on va te vendre, c'est la puissance minimale. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des compagnies qui vont, par exemple, un de mes clients, ils ont acheté des panneaux solaires de très faible qualité, qu'ils ont vendus comme des panneaux de 135 watts. Mais en fait, pour de vrai, le panneau faisait 85 watts. Donc si, Donc là, s'il amenait le panneau ici, là, chez toi, et que tu le flashes, là, tu peux dire, regarde, ton panneau, il fait pas... C'est ce qu'on a fait. On est parti visiter ce client. Il nous a expliqué ce qu'il faisait, les panneaux qu'ils avaient. Ils m'ont dit, ce panneau, il fait 135 watts. Le panneau avait exactement la même taille que les nôtres qui font 110 watts. Donc, on leur a dit, je suis pas certain. Soit une technologie que je connais pas, soit... Exactement. Une technologie spatiale avec un panneau qui a coûté vraiment pas cher, ça me surprendrait. Mais donc c'est ça. Donc on l'a ramené, on l'a testé, on était capable de dire votre panneau ne fonctionne pas. Et donc avec le test flash, on va avoir la fiche technique du panneau. D'accord. Donc le voltage à VOC qu'on appelle Open Circuit Voltage, Short Circuit Current, l'ISC, et après ça le maximum power point voltage et courant. Donc vraiment tout ce qu'on retrouvera dans la fiche technique d'un panneau. Exactement. Et après, on va mettre une petite étiquette derrière le panneau pour dire voici la puissance du panneau et voici ses specs. Là, on voit qu'il manque quelque chose, c'est le boîtier. Est-ce que je sais que je l'ai vu derrière. Est-ce que il manque deux dernières étapes en fait. Il manque la découpe du panneau. Donc comme vous pouvez voir ici, sur les coins, on a un encapsulant qui a coulé, etc. C'est normal. On vient faire une découpe pour avoir tous les coins arrondis et bien propres, bien clean. Et la dernière étape, c'est de mettre ce qu'on appelle une junction box. Donc c'est un boîtier électrique qui va venir convertir les petites bus bars, les petits connecteurs métalliques en câble MC4 pour avoir un panneau qui est entièrement imperméabilisé. Donc là, c'est de la soudure. Exactement. Pour l'instant, pas manuellement. Pour le moment, c'est manuel. Donc, on va avoir les bus bars qui sortent. On va les faire rentrer dans les deux trous là, les souder au truc métallique et on va avoir une diode de bypass au milieu pour prévenir et pour avoir un panneau sécuritaire. Alors, est-ce que tu peux, ce qu'on entend souvent, les fameuses diodes de bypass pendant mes années dans le solaire, j'ai entendu tout et n'importe quoi là-dessus. Ça sert à quoi? Qu'on remette les choses bien claires. Une diode de bypass, ça a deux fonctions principales, dépendamment du type de diode. Donc, les diodes, nous, dans certains cas, on va intégrer des diodes dans le panneau. Les diodes de Schottky qu'on appelle, c'est des diodes qui sont très fines, qui vont être intégrées dans le circuit du panneau pour permettre, si on a de l'ombrage sur une cellule, plutôt que de perdre tout le panneau avec une diode de ce genre-là, de perdre juste une série. De perdre toutes les cellules dans ta série. Exactement, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est pas fait dans les panneaux standards. Pourquoi? Parce que l'ombrage, c'est les nuages. Donc, on va avoir de l'ombrage très lent et graduel, mais quand il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'ombrage du tout. Dans notre cas, on met un panneau solaire sur un camion, il y aura une feuille, il y aura un bâtiment. Oui, un peu de poussière qui s'accumule. Il faut vraiment avoir un panneau qui est flexible en termes de puissance surfacique. Et donc, et aussi, on aura la diode principale qui est dans le boîtier. Ça, c'est pour prévenir ce qu'on appelle les... comment on appelle ça? Je pense que c'est les hotspots. Mais au final, c'est pour éviter... Exactement. C'est pour éviter que le panneau consomme le courant dû à l'ombrage
et chauffe et fasse brûler quoi que ce soit. Ok. Donc il y a vraiment un aspect performance, mais aussi un aspect sécuritaire. Exactement. Ok. Il y a les deux aspects. Ok. Et aussi, il y a plein de types de diodes, de junction box possibles. Mhm. Là, je vous montre une carrée, mais en fait, nous, la plupart des panneaux, on a des diodes rectangulaires très petites Ok. dans chaque côté du panneau pour avoir un peu plus de flexibilité sur la manière qu'on va les connecter. Donc tu as ton plus et ton moins qui sortent Tu peux avoir de chaque ton plus boîtier et ton moins là, tu peux Ok. avoir ton plus et ton moins là-bas, Ok. et de chaque côté, tu Donc vas ça, c'est avoir ton client, j'imagine, qui va te le demander en fonction des besoins. Là, le client, lui, il va pas nécessairement savoir que c'est Non, possible. mais c'est toi qui, en C'est fonction de plus ses nous, besoins, qui va. exactement. Ok. On va convertir ses besoins Ok. en un type de panneau spécifique. Ok. Excellent. Concernant les garanties, parce Ouais. qu'on voit souvent des panneaux entre guillemets standards frame, etc., qui donnent des garanties 25, 30, 35 ans, peu importe. 40 ans aujourd'hui. Comment ça se passe justement avec vos panneaux qui sont faits sur mesure? Ouais. Ben, aujourd'hui, je vais pas te mentir, on est encore au début du process de tout ce qui est garanti. Ouais. On n'a pas Pas encore officiel, entre guillemets. Exactement, encore garantie officielle parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire vraiment des tests de vieillissement, etc. On est plus vraiment sur une phase on est en train de produire nos premiers panneaux, on les met sur le terrain, on voit ce qui se passe. Ouais. Quand on aura le budget, on partira vraiment plus en détail là. Ouais, il y a des priorités aussi. Exactement. Aujourd'hui, Donc, c'est la qualité. Aujourd'hui, on estime notre garantie entre 5 à 10 ans, Ok. dépendamment de l'application, parce qu'on aura des gens qui vont mettre des panneaux sur un bateau sur lesquels ils vont marcher, ils vont tomber, il y a le soleil. Ouais, ça va Dans pas ces vivre de la cas-là, même manière. Exactement, versus des applications où on met un panneau sur le toit d'une université. Donc ça, vraiment, Ok. ça dépend de l'application. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, la question de la garantie avec Ok. nous. C'est quelque chose qui est en Ok. développement. Excellent. Donc là, normalement, si j'ai bien compris, ton panneau, il est fait. Exactement. Une fois qu'on a mis la junction box, le panneau est prêt à être envoyé au client. Excellent. Bah, merci Samy en tout cas pour cette plaisir. capsule. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez aimé déjà, mais je suis sûr Ils que vont aimer, c'est c'est le sûr cas. qu'ils Bah vont oui, aimer. évidemment. Si vous avez d'autres questions aussi, je pourrais essayer d'y répondre. Sinon, je les transmettrai à Samy. Et comme d'habitude, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Merci Samy. Merci beaucoup. C'est un Bye. plaisir.